ce temps qui s'est écoulé dans l'univers, toute cette succession d'événements. Tout ça pour revenir à cet instant. Juste avant ce moment, avant le Big Bang. Là où tout a commencé. Explorons toutes les théories qui se cachent derrière ce Big Bang et derrière le début de l'univers. Pourquoi le Big Bang a-t-il eu lieu? Et pourquoi sommes-nous si sûrs que l'univers soit né ainsi? L'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité que nous ne pouvons même pas imaginer, grandissant chaque seconde. Des milliards de galaxies contenant chacune d'entre elles des millions d'étoiles et des milliards de planètes. Vous avez sûrement déjà pu le constater lorsque vous étiez là, les soirs d'été, à contempler le ciel parsemé de milliers de points lumineux, en attendant le passage des pluies d'étoiles filantes par exemple. Et peut-être que face à ce spectacle, vous vous êtes rendu compte que nous étions vraiment petits, à côté de ça, et que notre existence n'est même pas un grain de poussière comparé à l'existence de toutes ces étoiles. Parce que oui, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais à l'échelle de l'univers, nous n'arrivons qu'après 23h58. Alors que nous, Homo sapiens, sommes sur Terre depuis maintenant 200 000 ans. Mais que s'est-il passé avant notre existence? Nous savons déjà que si nous suivons ce modèle de l'univers sur 24 heures, le Big Bang marque le début de la journée, à minuit. Le Big Bang, cette fameuse théorie qui marque la naissance de l'univers. L'univers se serait alors retrouvé dans un état extrêmement chaud et dense, plus petit que la pointe d'une aiguille, avant de s'étendre à une vitesse qui dépasse l'entendement. Ce qui donnera par la suite la naissance des étoiles à minuit 20, la formation du système solaire à 15 heures, etc. Ça, nous le savons, mais les humains sont curieux. Et malheureusement, la théorie du Big Bang ne répond pas à une question que beaucoup se posent. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Alors, allons au-delà de la physique et de ce que nous connaissons. Et lançons-nous dans une quête de réponse à ce qu'il s'est passé avant le Big Bang. Une quête où les théories se contredisent et où même les philosophes ont changé la vision de cette problématique. Mais avant tout, c'est quoi exactement le Big Bang? Eh bien, c'est la théorie la plus répandue de la naissance de l'univers. Et c'est en 1922 que le mathématicien russe Alexandre Friedman mentionne pour la première fois le terme Big Bang. En étudiant la thèse de la relativité générale d'Einstein, parue en 1915, il constate que cette théorie prouve que l'univers ne cesse de s'étendre. Et cette découverte bouleverse toutes les pensées au début du XXe siècle. À cette époque, la majorité des scientifiques et des mathématiciens pensaient que l'univers était fixe depuis son commencement. La théorie du Big Bang était alors née et acceptée. Mais avant de se pencher sur le Big Bang, qui ne désigne que le moment où l'univers commence à s'étendre, intéressons-nous à ce qu'il s'est passé 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Au début, avant que quoi que ce soit n'existe, il y aurait eu un instant zéro, ou un instant initial. C'est-à-dire le début du commencement de notre univers. Cet instant zéro dit qu'au tout début de l'univers, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était concentré dans un espace très petit, qu'on appelle singularité. Pour vous la représenter, imaginez-vous faire un point sur une feuille avec un crayon de papier très bien taillé. Eh bien ce point serait la taille de l'univers durant l'instant zéro. Alors en vérité, quand on parle de singularité, on parle d'un point qui n'a pas de taille. Alors on est en droit de se dire que vu que c'était si petit, il devait être très léger. À vrai dire, c'était même le contraire. Ce point qu'on appelle la singularité était en fait infiniment dense et chaud, tellement qu'il nous est impossible de mesurer ses extrêmes. Nous savons juste que la température atteinte dépasserait celle que les scientifiques atteignent actuellement dans les expériences réalisées sur Terre, dans les accélérateurs de particules les plus puissants. Cet instant d'infini que nous connaissons sous le nom de temps de Planck correspond à 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Et ce temps de Planck théorise le fait que l'univers à ce stade ne serait composé que de 4 forces primordiales unifiées en une seule et même entité. Alors pour rappel, les 4 forces primordiales sont la gravitation, la force qui fait que chaque objet est attiré par un autre plus massif, celle qu'on explique par la courbure de l'espace-temps. Il y a l'électromagnétisme, soit toutes les interactions entre les charges électriques et les champs magnétiques. Ensuite, il y a l'interaction forte, une force qui maintient les protons et les neutrons ensemble à l'intérieur du noyau atomique, un peu comme une colle très forte. Et l'interaction faible, une force qui permet la fusion nucléaire en transformant un neutron en un proton. Donc ces 4 forces fondamentales seraient alors unifiées lors de cet instant initial. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé durant cette phase de singularité. Mais certaines hypothèses ont émergé. Après l'instant initial, il y a eu l'ère de la grande unification, à 10 puissance moins 36 secondes après l'instant zéro. Au début de cette ère, la gravité se serait séparée des 3 autres, qui elles sont restées unifiées. Et juste à la fin, une des 4 forces fondamentales s'est séparée de celle encore unie. Et cette force, c'est l'interaction faible. Comme précisé précédemment, l'interaction faible est à l'origine de la fusion nucléaire. Alors une fois libérée, des théories disent que ce sont des brisures qui ont comme provoqué l'expansion rapide de l'univers. Parce que oui, c'est dès que l'interaction faible s'est séparée des autres que l'univers a été marqué par une expansion extrêmement rapide. Vous voyez cette expansion de l'univers comme un ballon de baudruche se gonflant.
On dit même que la vitesse de cette inflation cosmique était plus rapide que la vitesse de la lumière. Alors je sais, vous allez me dire que rien ne peut aller plus vite que la lumière, et vous aurez raison. Sauf que cette loi concerne tous les éléments se déplaçant dans l'univers, mais pas l'univers lui-même. Et comme cette singularité était hors des lois de la relativité générale, de par sa densité et sa chaleur extrême, on peut très bien penser qu'il peut se passer des phénomènes qui défient toutes les lois de la physique. Là, c'est la naissance des 4 forces primordiales. L'électromagnétisme se sépare de l'interaction forte. Alors ces 4 forces peuvent maintenant interagir avec l'univers de manière parfaitement distincte. La dissociation de ces 4 forces laisse ensuite place à la nucléosynthèse primordiale. Elle s'est déroulée environ entre 10 secondes et 20 minutes après le Big Bang. La nucléosynthèse peut paraître un peu floue, alors je m'explique. Lors de cette étape, les particules les plus importantes se sont créées, c'est-à-dire les quarks pour créer les protons et les neutrons, puis les électrons. Ce sont les briques pour former les atomes de matière. Ce sont d'abord les protons et les neutrons qui se sont rassemblés grâce à l'interaction forte qui s'est libérée plus tôt, ce qui a donné les premiers noyaux atomiques. Et cette force, elle, a également permis aux électrons de se mettre à tourner autour des noyaux, afin de créer les fameux atomes de matière qui seront les futures galaxies et étoiles. La formation de ces atomes a été possible grâce au fait que l'univers avait une température beaucoup moins élevée en grandissant. Nous avons donc à ce stade un univers bien refroidi, beaucoup moins dense et où la matière se forme. Mais pas n'importe quel atome se sont créés, plus précisément des atomes d'hydrogène, ceux qui sont actuellement les plus présents dans l'univers. Et c'est après environ 380 000 ans que les premiers photons peuvent enfin se déplacer dans l'univers, notamment grâce à la grande présence des atomes d'hydrogène. Et pour autant, de 380 000 ans après presque 150 millions d'années, l'univers va connaître une ère sombre, où tout est plongé dans la pénombre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a aucune source de lumière, pas d'étoiles, pas de galaxies. Mais on peut quand même constater la présence de petites perturbations de densité dans l'univers. Et ces différences de densité donneront plus tard des galaxies que nous pouvons observer aujourd'hui. Et c'est enfin entre 150 millions et 1 milliard d'années que les premières galaxies, étoiles et tout autre objet céleste vont voir le jour, marquant la fin de cette ère sombre qui durera plus de 149 millions d'années. Puis bien plus tard, 9,2 milliards d'années après le Big Bang, notre système solaire apparaîtra. Et la suite, vous la connaissez déjà. Alors si on se réfère à la théorie du Big Bang, la naissance de l'univers est très claire et suit un fil rouge presque parfait. En plus, il y a des preuves scientifiques qui affirment que le Big Bang a bien eu lieu. Par exemple, Edwin Hubble, en observant le ciel avec le télescope Hooker situé aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, découvre en 1924 plusieurs galaxies, les galaxies d'Andromède et celles du Triangle. Vous allez sûrement me demander quel est le rapport avec le Big Bang. Eh bien en 1929, Hubble et un autre physicien appelé Lemaitre se rendent compte que chacune d'entre elles s'éloigne inexorablement. Ce qui est définitivement une preuve que l'univers n'est pas fixe comme le revendiquent la plupart des scientifiques de cette époque. C'est donc en 1929 que la théorie de l'univers en expansion est adoptée et est plus que prouvée, ce qui redéfinit toutes les anciennes études de l'univers et motive beaucoup de mathématiciens et physiciens à se lancer sur différentes recherches. Mais pas que, puisque c'est également cette année-là que la loi de Hubble voit le jour. Elle sera même rebaptisée bien plus tard loi de Hubble-Lemaitre, de par la contribution de ce physicien. Mais en quoi consiste cette loi? D'après celle-ci, les galaxies et les corps célestes s'éloignent les uns des autres continuellement à une vitesse proportionnelle à la distance entre les galaxies. Pour faire plus simple, ça veut dire que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement de l'observateur. Et cet éloignement est extrêmement rapide et se calcule grâce au mégaparsec. Un mégaparsec est égal à environ une distance de 3,26 millions d'années-lumière. Donc, d'après la loi de Hubble, une galaxie située à environ 1 mégaparsec s'éloignera de nous à environ 70 km par seconde, soit environ 0,02% de la vitesse de la lumière. Et plus elle est éloignée, plus elle atteint des vitesses astronomiques. Une galaxie qui se trouve à 10 mégaparsecs, quant à elle, filera à une vitesse de 700 km par seconde. Et cette vitesse peut atteindre 23% de la vitesse de la lumière, si un corps céleste se trouve à environ 1000 mégaparsecs. On peut donc imaginer des galaxies tellement éloignées de la Terre qu'elles peuvent atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, voire même la dépasser. Et comme précisé précédemment, ça n'entre pas en contradiction avec la loi qui dit que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, puisque cette vitesse est due à l'univers lui-même. Voilà donc déjà une preuve cosmologique du Big Bang. Mais il y en a d'autres, comme le fait que nous avons retrouvé une empreinte de l'univers primitif. Dit comme ça, c'est bizarre, mais laissez-moi vous raconter. 380 000 ans après le Big Bang, comme je vous l'ai dit, les photons ont pu circuler librement dans l'univers. C'est donc à partir de cette période que le premier rayonnement de l'univers est émis. Et on peut observer ce premier rayonnement de l'univers, on appelle ça le fond diffus cosmologique. Il s'agit là de la plus vieille image électromagnétique de l'univers, et on l'étudie aujourd'hui. De nombreuses cartographies de ce fond diffus cosmologique ont été et sont réalisées grâce à des satellites ou des télescopes, ce qui nous révèle beaucoup d'indices. Par exemple, grâce à ces études,
On sait que le fond diffus cosmologique a une température d'environ moins 270,425 degrés Celsius, soit très proche du zéro absolu qui est lui de 0 Kelvin. Et le fait d'observer ce rayonnement-là nous permet de prouver encore une fois le Big Bang, puisqu'on y observe des petites variations de densité, très légères, qui ressemblent bien à des variations de densité qui ont eu lieu dans le monde quantique. Autrement dit, des fluctuations quantiques. On a ici une empreinte à grande échelle de fluctuations quantiques, ce qui prouve bien qu'un jour, l'univers a été tellement petit qu'il a subi ces fluctuations quantiques-là. Voilà donc pour ce qui est de la formation de l'univers et les preuves avancées. Mais la théorie du Big Bang a aussi ses limites. De nombreux questionnements se posent quant au Big Bang. Alors tout d'abord, revenons plus en détail sur ce concept de singularité. Qu'est-ce qu'une singularité? C'est un point où la densité devient infinie et où les lois de la relativité générale ne s'appliquent plus. On ne trouve ces singularités que de deux façons dans l'univers. Dans les trous noirs, plus précisément en leur centre, au moment de la formation de l'univers. Pour le moment, la théorie du Big Bang ne nous permet pas de répondre à la question de ce qu'il y avait avant cette période, avant cette singularité initiale. La singularité du Big Bang était l'état hypothétique de l'univers avant son expansion. On dit qu'il y aurait les 4 forces fondamentales actuelles réunies en une seule et même entité. Mais alors, quelles étaient les propriétés de cette entité? Comment interagissait-elle avec l'univers? Eh bien, il est pour le moment presque impossible de le savoir. Déjà, comme dit juste avant, les lois de la relativité générale ne s'appliquent pas aux singularités, alors que la théorie du Big Bang est basée sur la relativité générale d'Einstein. La singularité initiale est infinie, sauf que l'infini n'est pas une donnée physique, mais montre une limite à nos connaissances actuelles et donc à nos recherches. Il est compliqué d'avancer dans les recherches d'avant Big Bang, avec nos outils et nos méthodes actuelles. Et il ne faut pas oublier que la relativité générale est une théorie qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Et quand les échelles deviennent trop petites, eh bien les effets quantiques deviennent beaucoup plus importants. La relativité générale ne peut donc pas être utilisée seule et a besoin d'une description qui combine la gravité et la mécanique quantique. Et malheureusement, la relativité générale ne prend en aucun cas les effets et lois de la mécanique quantique. En gros, la relativité générale s'arrête quand on observe un objet trop petit, parce que dans ces échelles-là, eh bien on ne parvient pas à expliquer la gravité. Alors pour comprendre les conditions de l'univers durant l'instant zéro, il suffirait d'utiliser une théorie cohérente de la gravité quantique. Elle unifierait deux éléments importants pour la compréhension de l'univers. Alors pour comprendre des conditions de l'univers durant l'instant zéro, il suffirait d'utiliser une théorie cohérente de gravité quantique. Elle unifierait ces deux éléments importants pour la compréhension de l'univers. Actuellement, deux théories sont étudiées pour introduire la relativité générale et leurs équations. Et ces théories, ce sont la théorie des cordes et la théorie de la gravité quantique à boucle. Si elle vous intéresse, sachez que j'ai déjà sorti 2 vidéos pour en parler plus en détail. Alors sans réussir à expliquer de la gravité dans le monde quantique, eh bien c'est très compliqué. D'ailleurs, peut-on vraiment parler d'avant Big Bang? Parce que oui, selon la théorie du Big Bang, le temps est apparu à un moment clé, à partir de l'instant zéro. Donc à ce moment précis, on peut déduire qu'il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas de moment, le temps n'existait pas avant ce Big Bang. Et on ne peut même pas se poser la question puisque la question elle-même n'a pas de sens. C'est comme demander si tu aimes la pomme que tu es en train de manger alors que tu ne manges même pas de pomme. C'est juste absurde. Comme le temps n'existe qu'à partir de l'instant zéro, se poser la question de ce qu'il y avait avant à t égale -1 n'a aucun sens car t commence à t égale 0. Bref, difficile de s'y retrouver face à tous ces questionnements. Mais l'être humain est curieux et veut trouver des réponses à tout. Notre univers a-t-il connu un simple commencement ou un commencement absolu? En réalité, la question à se poser n'est pas qui avait-il avant le Big Bang, mais plutôt pourquoi le Big Bang? Pourquoi le Big Bang s'est-il produit? Par quoi a-t-il été déclenché? Alors pour répondre à cette question, beaucoup de théories ont émergé dans les esprits scientifiques. Très différentes les unes des autres, pourtant elles ont toutes une part de logique et de cohérence. Et parmi ces théories, une entre autres est de nombreuses fois mentionnée. Et cette théorie, c'est celle de l'univers cyclique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est la célèbre citation de Lavoisier prouvant que chaque élément de cet univers provient d'une fusion ou d'un changement d'état d'un autre élément. Donc il y avait forcément quelque chose avant l'instant zéro si on suit cette logique. Et dans ce cas, le temps n'a pas commencé à cette période, mais existait déjà avant. Peut-être alors qu'il a toujours existé, et dans ce cas-là, on peut se poser la question de ce qu'il y avait avant. Peut-être alors qu'il a toujours existé, et dans ce cas-là, se poser la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang, eh bien ça prend du sens. C'est pour cette raison que la théorie de l'univers cyclique a vu le jour. Comme son nom l'indique, dans ce modèle cosmique alternatif à celui du Big Bang, l'univers suit un cycle infini de création et de destruction. Plus précisément, de Big Bang et de Big Crunch. Le Big Crunch est le nom donné à la phase de l'univers lorsque celui-ci se rétracterait. Si l'univers n'a plus d'énergie pour s'étendre, il ne peut pas en créer. Après des milliards d'années, l'expansion ralentirait jusqu'à complètement s'inverser. Et donc avec ce modèle cosmologique, l'univers n'aurait ni début, ni fin,
et existerait depuis toujours et pour toujours. D'accord, mais lorsque l'univers se contracte, il retourne bien à l'état de singularité. Ce qui ne change rien au questionnement de la théorie du Big Bang au final. Eh bien, pas vraiment. En fait, la théorie de l'univers cyclique dit qu'il n'y a pas de singularité, mais qu'il y a à la place un rebond cosmique. Ce rebond cosmique se caractériserait par un mécanisme quantique qui empêcherait l'univers de s'effondrer en un point à densité et chaleur infinie. Donc sans cette singularité initiale, la relativité générale peut de nouveau être utilisée et on pourrait peut-être comprendre ce qu'il s'est passé à ce stade. Les scientifiques ont trouvé cette théorie prometteuse, résolvant les problèmes initiaux de la théorie du Big Bang. Alors des mathématiciens ont suggéré d'autres modèles de l'univers cyclique. Par exemple, une variante de l'univers cyclique est le modèle ekpyrotique qui a été développé au début des années 2000. Il a été suggéré par Paul Steinhardt, Neil Turk et d'autres. Le modèle ekpyrotique est inspiré de la théorie des cordes et de l'univers branaire. Alors la théorie des cordes, pour résumer, dit que chaque particule fondamentale, donc les électrons, les quarks et les photons, ne sont pas de simples points, mais des genres de cordes. Ces cordes vibreraient de différentes façons propres à chacune, un peu comme sur une guitare. Le son est différent selon la corde que vous grattez. Elles peuvent être fermées comme des boucles ou ouvertes comme des segments droits. Alors dans cette théorie, les 4 forces fondamentales de l'univers sont unifiées et toutes décrites à travers des différentes cordes. Alors par contre, pour que cette théorie soit opérationnelle, eh bien il faut imaginer qu'il n'y a pas 4 dimensions, 3 d'espace et une de temps, mais plutôt 10 ou 11 dimensions. Et certaines seraient comme repliées, donc non observables à notre échelle, mais ce qui n'est pas vérifiable. Le but de cette théorie, c'est d'essayer de comprendre toutes les forces et les particules à travers un univers simplifié où tout est fait de minuscules cordes, errant dans un univers multidimensionnel. Alors cette théorie est encore en voie d'amélioration, mais de plus en plus d'études la prennent en considération. Mais revenons-en au modèle ekpyrotique. Comme je vous l'ai dit, elle est inspirée de la théorie des cordes et de l'univers branaire. L'univers branaire, c'est un peu comme un espace à plusieurs dimensions où notre univers serait une sorte de membrane. Mais il n'y aurait pas que notre univers, il y en aurait des millions ou peut-être même une infinité. Et comme vous le savez, quand d'innombrables objets se déplacent dans un même espace, il y a statistiquement des chances qu'une collision puisse arriver. Et ces collisions, vous l'avez deviné, ce sont les Big Bang. Notre Big Bang serait donc le résultat d'une collision de 2 membranes de cet univers. L'univers se contracte mais n'atteint jamais ce stade de singularité. Il y a juste un rebond cosmique, comme le précise l'univers cyclique. Et d'après le modèle ekpyrotique, le rebond cosmique de notre univers, eh bien, il est assez récent, ce qui expliquerait l'expansion extrêmement rapide de notre univers. Cette hypothèse peut paraître assez folle, mais c'est parce qu'elle dépasse notre imagination. Pourtant, ce modèle a de nombreux adeptes qui croient et soutiennent cette théorie, le modèle ekpyrotique et en particulier l'univers cyclique. Parce que d'après les études, de nombreuses causes peuvent mener à des cycles perpétuels. Un autre modèle de l'univers cyclique se base sur ce manque d'énergie, mais propose une fin différente, sans rebond cosmique. Et le physicien anglais Roger Penrose a même donné son nom à un modèle alternatif au modèle ekpyrotique, le modèle Penrose ou Conformal Cyclic Cosmology. Dans cette variante, on va beaucoup plus loin dans le temps, dans un futur très lointain. Et quand je dis futur très lointain à l'échelle astronomique, c'est à des milliards et des centaines de milliards d'années dans le futur. Donc pas de panique, on risque pas de vivre ça tout de suite. Mais il est dit que dans ce futur, les trous noirs finiront par mourir, entraînant la disparition des étoiles avec eux. Mais comment meurent les trous noirs déjà ? Eh bien, les trous noirs ne disparaissent pas par une explosion comme on a tendance à le penser, mais de manière très lente et calme. Ce processus, c'est l'évaporation de Hawking. En gros, malgré le fait que ces objets célestes soient très massifs, ils émettent tout de même un léger rayonnement au niveau de l'horizon des événements. C'est le rayonnement de Hawking. Et donc d'après le modèle de Penrose, quand les trous noirs, étoiles, galaxies, etc. auront disparu, eh bien, il ne restera plus rien. Enfin si, il restera des particules créées par la nucléosynthèse primitive, c'est-à-dire les particules légères, telles que les photons, électrons, protons, neutrons. L'univers sera donc très dilué et homogène, sans échelle de temps significative. Alors, à cet instant, l'univers serait prêt pour un nouveau renouvellement. Il n'y aurait donc pas de singularité, mais seulement une ère de transition entre ces deux univers. Le modèle de l'univers cyclique est donc parfait. Il résout tous les problèmes. Il contourne le problème de cette singularité initiale avec soit une transition très lente et douce, ou soit un rebond cosmique. Ce qui nous permet de mieux pouvoir étudier cette période grâce à la relativité générale, et on n'a pas besoin d'attendre des outils mêlant mécanique quantique et relativité générale au point. Mais une autre question essentielle se pose. Est-il physiquement possible d'avoir un nombre de cycles infini? Eh bien, si aucune matière ne se perd, logiquement, ce serait assez possible, oui. Mais le problème, c'est que certaines versions de la mécanique quantique et de la thermodynamique posent des limites à des cycles éternels. Alors, on y reviendra plus tard, mais c'est une des plus grandes limites à ces univers cycliques. Puis le principal obstacle à la véracité de ces hypothèses, c'est le manque important de preuves concrètes.
Il faudrait pouvoir étudier en profondeur le fond diffus cosmologique lors des futures cartographies ou alors observer des sortes de signatures spécifiques dans les galaxies afin d'en avoir une preuve. Sauf que pour le moment, ces signatures ne sont pas clairement identifiées. Mais il ne faut pas perdre espoir en ces théories d'univers cycliques parce qu'elles restent quand même très prometteuses. Il faut juste attendre d'avoir plus de preuves ou pistes plus concrètes pour en avoir le cœur net. Et ce concept de rebond cosmique, des théories bien différentes l'inclut aussi. Ce phénomène apparaît aussi dans l'hypothèse de la gravité quantique à boucle. Cette théorie est utilisée pour tenter d'expliquer la gravité dans le monde de la mécanique quantique. Nickel, c'est ce qu'on essaie de faire pour essayer de comprendre cette singularité initiale. Alors j'ai déjà fait un documentaire complet sur le sujet si vous souhaitez le voir. Bref, cette gravité quantique à boucle tente d'expliquer la gravité dans le monde de la mécanique quantique. Elle est fondée sur un modèle géométrique et n'introduit tout simplement pas de nouvelles dimensions ou de nouvelles particules. Elle se base donc sur des notions que nous connaissons déjà et qui sont presque avérées. Elle vient quantifier l'espace-temps décrit par la relativité générale. Parce que pour rappel, la relativité générale permet de décrire des éléments à grande échelle, alors que la mécanique quantique, comme son nom l'indique, ce sont des événements à très petite échelle. Et bien dans cette théorie, l'espace-temps serait fait sous forme de quanta géométriques. Les quantas, c'est la forme la plus petite d'une entité. C'est comme si vous zoomiez au maximum sur un objet et que vous ne pouviez plus zoomer. C'est que vous êtes déjà en train de regarder les quantas de ce qu'il compose. Donc l'espace-temps serait matérialisé à un état de quanta géométrique. Il serait décrit comme des sortes de boucles interconnectées entre elles, appelées réseaux de spin. Et ces réseaux sont donc des objets mathématiques pouvant décrire l'état invisible de l'espace-temps. Chaque nœud serait en fait un volume d'espace. Quant au lien entre ces boucles, ce serait la courbure locale de l'espace-temps. Et c'est en interagissant entre eux que les nœuds donnent naissance à la courbure de l'espace-temps grâce aux arêtes qui les relient. Le fait qu'on ait matérialisé l'espace-temps est une bonne chose puisqu'il est maintenant représenté dans le monde quantique grâce à ces quantas. Ils ne peuvent donc prendre que des valeurs multiples d'une quantité minimale. Ça contraste donc avec la relativité générale où l'espace-temps est continu et lisse, dans l'impossibilité de le quantifier. Bon, là où je veux en venir, c'est que cette théorie résout le problème de singularité puisqu'il n'y en a tout simplement pas. Si l'espace-temps est quantifié, ça voudrait dire qu'il y aurait à la place de cet instant zéro mystérieux un rebond cosmique. L'univers proposé par la gravité quantique à boucle serait donc un univers cyclique. Les arguments des défenseurs de cette théorie sont multiples. Déjà, pas de singularité et un univers cyclique. Donc pas de mystère de ce qu'il y avait avant le Big Bang, et donc une meilleure compréhension de ce phénomène. Et cette meilleure compréhension, elle le doit au fait que nous comprenons mieux l'espace-temps grâce à ces milliards et ces milliards de quantas. Et c'est une théorie alternative à la théorie des cordes. Alors contrairement à celle-ci, la gravité quantique à boucle ne nécessite pas d'ajouter aux équations des dimensions supplémentaires ni de mentionner l'existence de particules hypothétiques, ce qui en fait une approche beaucoup plus conservatrice en termes de structure fondamentale. Par contre, là où les théories des cordes se démarquent, c'est qu'elle unifie les 4 forces fondamentales de l'univers, alors que la gravité quantique à boucle ne se concentre que principalement sur la quantification de l'espace-temps. Alors comment savoir si cette théorie est donc fiable et viable? Pour le moment, c'est assez difficile. Bon, ça c'était pour l'univers cyclique, mais il existe d'autres théories pouvant expliquer l'avant-Big Bang, s'il y en a, ou au moins la raison du Big Bang. Elle décrit les constituants fondamentaux de l'univers non comme des particules, mais plutôt comme des objets unidimensionnels appelés cordes. C'est ce que j'ai résumé un peu plus tôt, mais rentrons un peu plus dans le détail. Comme je le disais, chaque corde a un mode de vibration correspondant à une particule en particulier. Et il y a 2 types de cordes, les cordes ouvertes avec les extrémités libres et les cordes fermées qui sont des boucles. Ces boucles peuvent décrire les gravitons qui sont ces particules théoriques pouvant transmettre de la gravitation. Donc dans cette théorie, on admet qu'il existe une particule pour la gravité. Autrement dit, on explique la gravité dans le monde quantique. Et dans cette théorie des cordes, on a réussi à décrire les 4 forces fondamentales de l'univers. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire depuis le début, unifier dans une même théorie toutes les forces fondamentales de l'univers. Et en admettant des dimensions supplémentaires, elle nous permet d'introduire de nouvelles théories, celle du multivers. Alors on a parlé du modèle épirotique et du principe de brane. On disait qu'une brane représentait un univers et que quand 2 branes s'entrechoquaient, ça provoquait un Big Bang et la naissance d'un nouvel univers et donc d'une nouvelle brane. Cette théorie amenait donc la possibilité de l'existence d'univers parallèles et donc de multivers. Un peu comme dans les films d'animation Spider-Man, chaque univers aurait ses propres conditions initiales et ses propres lois physiques. Chaque univers aurait donc son propre processus de création et donc son propre Big Bang. Mais il existe plusieurs variantes de ces théories. Parmi ces variantes, il y a tout d'abord la théorie de l'inflation éternelle. Et là, la principale caractéristique, c'est que l'inflation cosmique se trouverait dans une autre dimension parallèle. Et cette expansion, elle se serait arrêtée à certains endroits alors qu'elle continuerait autour de ces régions où elle s'est stoppée. Les endroits où l'inflation se serait arrêtée auraient créé des sortes de bulles formant des univers distincts, dans un espace qui serait le fameux multivers.
Mais analysons plus en détail ces bulles. Chacune d'entre elles subit son propre Big Bang. Donc le nôtre aurait été créé par l'arrêt soudain de l'inflation cosmique dans notre région. Et ce qui nous sépare des autres bulles, c'est l'expansion continue qui défile tout autour. L'univers est donc éternel puisque la création d'univers se fait de manière infinie. Alors si on se réfère à toutes ces théories, il y avait bien quelque chose avant le Big Bang, et pas rien comme on a tendance à le penser. Parce que le Big Bang ne serait que le début de notre univers, mais pas de tout. Donc le concept de rien n'est pas exact. Parce que dans le multivers des bulles, notre Big Bang n'était qu'un événement local. Avant l'arrêt de l'inflation, notre région était un espace en constante évolution. Donc il y avait un processus dynamique préexistant et non un vide absolu. Dans les concepts de Big Bang sous les rebonds créés par les collisions branaires en théorie des cordes, laisse aussi penser que le Big Bang n'est qu'une continuité de quelque chose qui a soit toujours existé, soit créé bien avant. Et donc la naissance de notre univers ne serait qu'un événement un peu banal qui apparaît là. Donc on est un petit peu loin du rien qu'on imagine vraiment. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a rien si quelque chose se trouve dans une dimension parallèle aux nôtres? Eh bien, c'est la question que nous pouvons nous poser si on s'intéresse à la théorie de l'univers holographique. C'est une théorie qui se démarque des autres et qui a été popularisée dans les années 90 par Leonard Susskind après qu'il ait étudié les travaux de la théorie des cordes et de la gravitation quantique à boucle. D'après cette théorie, l'univers pourrait être une projection, un peu comme un hologramme. En d'autres termes, notre univers tridimensionnel pourrait venir d'une projection d'une dimension en 2D. Un peu comme si vous projetiez un hologramme devant vous. Vous voyez une image en 3D, mais celle-ci est créée à partir d'une image en 2D. Mais comment Susskind a-t-il pu imaginer une telle théorie? Quelle idée de présenter notre univers comme un hologramme? Eh bien, c'est pas une simple idée farfelue qui lui est passée par la tête, mais cette théorie vient d'un réel problème qu'il a constaté. Il a constaté un paradoxe concernant l'information autour des trous noirs. Une information, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un objet. Pour nous, les êtres humains, c'est un peu comme nos gènes, notre génétique. Et pour un trou noir, d'après la relativité générale, son information est composée de 3 grandeurs. Il y a sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique. Lorsque les informations d'une particule, par exemple, tombent dans le trou noir, eh bien elles sont perdues à jamais. Sauf que ça, eh bien ça ne corrèle pas avec les lois de la physique où l'information doit forcément être conservée et pas détruite. Stephen Hawking a déclaré que l'information était perdue dans le trou noir. A contrario, Susskind dit que l'information serait encodée à la surface en 2 dimensions de l'horizon du trou noir. Et c'est là que le point de départ de cette théorie apparaît. Si un trou noir peut fonctionner comme un hologramme, eh bien pourquoi pas l'entièreté de l'univers? Ce qui nous permet d'analyser notre environnement, c'est notre vision, notre imagination, notre curiosité et notre créativité. Mais si tout ce qui nous paraît si instinctif est en réalité faux. Parce que pour nous, notre réalité, c'est ce monde en 4D, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et d'après cette théorie, cette réalité serait fausse puisqu'en réalité, notre monde serait qu'un hologramme créé à partir d'une couche élémentaire plate, donc avec moins de dimensions et assujetti au temps. Le modèle holographique explique donc que toute l'information d'une région de l'univers pourrait être entièrement simplifiée sur la surface de cette région. On a donc juste à comprendre cette surface plane pour comprendre l'entièreté de cette région. Et ça fonctionne aussi à l'échelle astronomique, donc de l'univers complet. Alors les chercheurs ont dit que ces informations perdues n'étaient en fait pas détruites, mais conservées au niveau de l'horizon des événements. L'horizon des événements étant la surface en 2 dimensions, contiendrait toutes les informations du système. Et au moment de la mort du trou noir, grâce aux radiations de Hawking, il rendrait toute l'information stockée tout au long de sa vie. Alors évidemment, l'information ne serait pas la même puisqu'elle a été mélangée avec toutes les autres, et donc transformée. La quantité évacuée resterait inchangée, ce qui réconcilie la relativité générale avec la mécanique quantique. Bref, passons tous les détails et venons-en aux faits. Avec cette théorie, on pourrait penser que le Big Bang ne serait que l'hologramme de ce qu'il se passe vraiment, et que c'est seulement notre perception de notre environnement qui nous fait interpréter ça comme un phénomène surréaliste, que ce soit concernant la théorie de l'univers holographique, mais aussi toutes les autres. Aucune n'est vérifiée, mais aucune ne peut être définie comme fausse. On essaie de trouver des réponses à nos questions, l'être humain est comme ça, et il est curieux. Mais il reste une chose dont je vais vous parler pour finir cette théorie de l'avant Big Bang. Et cette chose, c'est l'entropie. Et ce n'est pas une théorie, mais un fait avéré. L'entropie, c'est le nom qu'on a donné à la dispersion de l'énergie dans un espace. Et il y a 2 lois importantes à savoir sur l'entropie. La première, c'est que l'énergie ne peut se créer ni se détruire, juste se transformer. Alors qu'est-ce que l'entropie? Eh bien l'entropie, c'est le nom qu'on a donné à la dispersion de l'énergie dans un espace. Et il y a 2 lois importantes à savoir sur l'entropie. La première, c'est que l'énergie ne peut ni se créer ni se détruire, juste se transformer. La quantité d'énergie présente dans l'univers sera donc à jamais la même, peu importe son état et ses transformations. La deuxième, c'est que l'univers, dans un processus naturel, se dirigera forcément vers le désordre. Par exemple, reprenez le crayon à papier très taillé qui vous a servi à dessiner le point représentant la singularité. Il est très bien taillé et encore neuf, donc au maximum de sa taille. Mais à force de l'utiliser et de le tailler, il se casse plus souvent et plus petit.
Enfin, son état est forcément plus en désordre après qu'avant. C'est ça la deuxième loi de l'entropie. Et on ne peut pas parler d'entropie sans parler de thermodynamique. C'est l'une des branches de la physique étudiant les échanges d'énergie comme la chaleur par exemple. Comment la chaleur passe-t-elle d'un objet à un autre? Eh bien la thermodynamique pourra nous donner une réponse claire et concise. Généralement, c'est le chaud qui donne son énergie au froid. On a très rarement vu un glaçon se refroidir avec une flamme. Donc le chaud donne de l'énergie au froid. Mais la question, c'est pourquoi et est-ce qu'il y a une raison scientifique à tout ça? Eh bien oui, et c'est tout simplement qu'en présence de chaleur, les molécules sont agitées et ont une grande activité. Alors qu'à l'inverse, dans un lieu froid, les molécules ont tendance à avoir une activité extrêmement faible. Et donc dans un milieu tiède, donc entre les deux, la mécanique quantique est encore active mais à faible échelle. Quant à l'entropie, elle sert à mesurer le désordre de par sa dispersion. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, à la mort thermique potentielle de notre univers. Comme je l'ai précisé, le chaud donne son énergie au froid. Et au tout début de notre univers, la chaleur était extrême. Et depuis des années, on a pu s'apercevoir que l'univers se refroidissait petit à petit. Ce qui veut dire que l'entropie s'élève de plus en plus. Imaginons que nous prenions un café, au début il est fumant et vous brûle la peau des mains. Mais quand la fumée cesse d'apparaître et que la tasse arrête de vous brûler, eh bien ça veut dire que le café est devenu froid et ne produit plus aucune énergie. L'énergie s'est toute dissipée dans la fumée et dans le réchauffement de la tasse. Et dans cette dissipation de l'énergie, donc l'entropie, eh bien elle est au maximum. Et alors après, que nous reste-t-il? Eh bien, plus rien du tout. Bref, vous avez compris le sous-entendu, l'univers c'est pareil. Et donc dans des centaines de milliards d'années, quand l'entropie sera à son maximum, nous assisterons à la mort thermique de l'univers, avec comme caractéristique l'arrêt de l'expansion de l'univers. Un univers froid et homogène avec une activité si faible des particules qu'elles seraient presque indétectables. Et c'est là que vient la phase théorique. Et si ce n'était que le point de transition entre deux univers? Parce que oui, on n'a pas dit que l'activité quantique était nulle, mais simplement faible. Donc peut-être avec un délai infini, un autre univers pourrait voir le jour. Un peu comme un univers cyclique, où l'avant Big Bang n'aurait pas été du rien. Mais comment répondre à la problématique de l'avant Big Bang alors? Eh bien heureusement, des découvertes récentes et des recherches futures sont de la partie, afin d'essayer de trouver des réponses. Parce que les chercheurs sont constamment à l'affût au sujet de l'origine de l'univers. Tournons-nous vers du côté des télescopes. Qu'ont-ils pu découvrir? Eh bien il faut principalement se concentrer sur les télescopes James Webb et Hubble. James Webb, très en hauteur, a pu observer les premières galaxies et les trous noirs qui se sont formés aux environs de 400 millions d'années après le Big Bang. Et ces observations nous ont rapporté des informations cruciales. Et oui, parce que Webb a pu analyser que ces systèmes étaient beaucoup plus massifs et lumineux que ce que l'on prévoyait. Alors cette étude remet en cause beaucoup de choses. Ça pourrait dire qu'il existerait des mécanismes influençant l'évolution précoce de l'univers. Le télescope Euclide est actuellement en train de faire une cartographie de l'univers et on espère qu'il pourra nous en apprendre beaucoup plus une fois que cette mission sera finie. Sur Terre, on utilise des accélérateurs de particules pour tenter de trouver de nouvelles particules. Peut-être que nous parviendrons à trouver le graviton, qui pourrait confirmer la validité de la théorie des cordes. Mais le défi réside dans le fait que les conditions qui régnaient au début de l'univers sont difficilement atteignables sur Terre avec nos instruments. Donc on est plutôt limité par notre technologie. Mais probablement que nous ferons des découvertes exceptionnelles d'ici peu de temps. Peut-être qu'une théorie émergera et se démarquera des autres, ou qu'une des théories que je vous ai expliquées sera prouvée scientifiquement. Mais de mon humble avis, on ne fera pas cette fameuse découverte avant une dizaine, vingtaine ou trentaine d'années. J'espère quand même qu'on le fera bientôt, mais on parle quand même de comprendre pourquoi le Big Bang a eu lieu. Peut-être qu'on trouvera la réponse dans l'étude des ondes gravitationnelles ou de la matière noire, qui est l'avenir de l'étude astronomique. Je vous encourage sincèrement à aller voir la chaîne Zebroleo qui est juste ici. Et si vous voulez m'aider financièrement à soutenir cette chaîne, un lien se trouve en description. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés, ça fait chaud au cœur, je vous remercie beaucoup. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. C'était Zebrolos, bye.